Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir Alain Orégan pour nous parler de son activité de peintre et également des différentes publications qu'il a pu faire toutes ces dernières années. Donc, bonjour Alain. Bonjour. Il y a entre autres une publication dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Un livre qui date un petit peu, mais qui m'a surpris de par sa préface. Donc un livre qui s'intitule Du glaive au pinceau. Oui, il est toujours question du couteau de mon père. Hein. Voilà, toujours. Et d'Anégène, c'est pareil, hein, le glaive et le pinceau. Oui, mais on est quand même dans les mêmes thèmes, même si... Il y a ce fil conducteur, même si c'est traité différemment. Dans ce livre, les peintures sont quand même différentes. Voilà, là, on retrouve un petit peu, mais les premières sont... Après, vous avez des périodes de vie, complètement. Comme Picasso. Hein. Exactement. Et donc, ce livre regroupe plusieurs années, puisqu'il est de 1977 à 2007. Et il a été préfacé par Monsieur Edmond Hervé. Par Monsieur Edmond Hervé, voilà. Donc j'ai été surprise de ce mélange du politique et de la peinture. Ah. Vous savez, Alors de la poésie, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que dans vos autres ouvrages, vous faites appel à vos amis poètes. Bien sûr. Parce on est dans le monde artistique. Oui, complètement. Et là... La psychanalyse aussi. J'ai un très bon ami qui est psychanalyste, qui s'appelle Jean-Louis Bonnat, qui est un penseur extraordinaire. Et forcément, la peinture l'intéresse. Et la peinture l'intéresse quand il y a des écrits. Il a notamment fait un travail sur Vincent Van Gogh. Je crois qu'il a dû mettre 10 ou 15 ans pour le faire. Hein. C'est un énorme bouquin. Voilà, dont... l'exploration n'est jamais finie, finalement, là aussi. Hein, on n'a jamais fini. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est pas des mathématiques, quoi. Tiens, je dis ça à propos du football. On fait des mathématiques avec le sport, maintenant. Ah oui. Oui, on compte le nombre de kilomètres que chaque joueur a fait, par exemple. Le nombre de centres, le nombre de bêtises qu'il a fait. C'est horrible, c'est horrible. Je ne veux pas parler du football d'aujourd'hui. Moi, c'est le football d'hier qui m'intéresse. D'hier et le vôtre. Voilà. Oui, celui qui est dans ma tête aussi, oui. Donc, dans cet ouvrage, donc chez Vision d'Art, du glaive au pinceau, donc voilà, préfacé par Edmond Hervé. Donc, comment s'est faite cette association du politique et de la peinture? Alors, pour moi, c'est pas le politique, c'est l'homme. Mais en réalité, c'est un peu normal, dans le sens où, vous savez, j'ai été employé par la mairie de Rennes. En tant que professeur aux Beaux-Arts de Rennes, j'étais employé, payé par la mairie de Rennes. En même temps, j'avais monté un atelier avec cette même Gilles en 78-80 qui s'appelle l'atelier du Tabor, qui continue d'ailleurs à exister, où il y a toujours eu au départ 50, après 100 élèves, 150, et puis je ne sais pas s'il n'y a pas 200 ou 300 élèves. Maintenant, c'est un truc qui marche très très bien. On a commencé à 2, et puis on a invité un autre artiste à venir nous retrouver, Yves Bodenez. Il y avait René Nogré qui était un très grand graveur, qui était de BD, n'est plus là malheureusement le pauvre, qui était vraiment un ami. On travaillait tous les deux, à la fois aux Beaux-Arts et dans cet atelier. Ouais, un très très bon ami, et un grand talent aussi. Voilà. Donc c'est comme ça que vous avez, c'est comme ça que vous avez rencontré Edmond Hervé. Bien sûr, que je le connaissais bien. Et puis vous savez, c'est les années 80, c'est l'arrivée du socialisme, de la grande fête socialiste, des grands rêves qu'on avait tous, quoi. C'est un grand chamboulement cette époque-là. Hein. On est pour la culture, tout était possible, quoi. Tout était possible. Il y a une libération. Alors moi, je dois dire que mes années sont les années 80. C'est à cette époque-là que le frac Je suis le premier Breton à être acheté dans les collections, ça me fait quelque chose, quand même. Vous savez, pour moi, c'était important. Ils me connaissent beaucoup moins maintenant, forcément. L'art, la peinture, on fait partie de vagues. On est les vagues de la mer, on arrive comme ça sur le sable, et puis on rentre dans le sable. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Bon, après, ce qui est bien, c'est si on peut faire partir de la deuxième vague.
Alors, si on fait partie de la deuxième vague, évidemment, formidable. Oui, oui. Non, ça, j'y crois pas trop, je la cherche pas. Je voudrais simplement dire, on a parlé tout à l'heure du livre comment Éden et GN. Oui. Je voudrais vous dire que je suis invité, écoutez, vous allez rire, mais je vais être dans une chapelle royale à Blois. Vous vous rendez compte? Non, mais vous m'en direz tant. Je vais me prendre pour Mozart. Et là, vous allez dans un an, exposer toute cette période-là. Ouais. Éden et GN. Éden et GN, voilà. Ça, j'en suis très fier, très heureux, parce que c'est une personne que j'ai eue comme élève, qui est maintenant forcément dans des fonctions tout à fait importantes au niveau de la culture, dans cette région-là, du côté de Chartres, de Blois, évidemment. Et donc, elle m'a invité pour, dans un an, à cette chapelle royale. Donc, je suis très content. Très, très content, voilà. Parce que c'est un travail Et nous avec. Oui, bien sûr. Donc, vous allez représenter la Bretagne. Voilà, c'est ça. Oui. Mais alors, dans ce livre, donc Edmond Hervé, vous dites c'était plus l'homme. L'homme était amateur de peinture. Je ne sais pas si amateur du peinture. En tout cas, c'est quelqu'un de culturel, d'une certaine manière. C'est un homme qui est, pour moi, d'une grande intelligence. Les politiques, je ne cause pas trop, je m'en occupe pas trop, mais les discours, la manière dont ils parlent des projets, ça m'intéresse quand même beaucoup, quoi. J'aime bien les manières, les gens qui parlent bien, qui ont des... Ouais, ça me plaît bien, ça. Et Edmond Hervé en faisait partie? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Alors, dans ce livre, là, autant on peut sentir une unicité, je dirais, de thèmes dans Éden et GN, dans Effroi, alors que dans celui-ci, du glaive au pinceau, on a vraiment l'impression qu'il y a plusieurs thèmes. Des choses différentes, ouais. Il y a des choses beaucoup plus diverses. C'est-à-dire que ça concerne aussi des années plus importantes. Hein. Je crois que c'est 77. 77-2007. Alors c'est vrai que ça représente une période... Voilà, ça fait presque 10 ans. Hein. 30 ans. 30 ans. 77-2007. Ah mais oui, que je suis bête, bien sûr. Oui, ça fait... Donc c'est vrai que... C'est pour ça, il y a des choix qui ont été faits, si vous voulez, hein, tout n'est pas dedans. non, mais c'est vrai que par rapport aux autres publications, celui-ci est très différent. Il donne vraiment à voir toute la diversité de ce que vous avez dans votre parcours de peintre, en fait. Complètement. Au départ, vous avez si vous voulez, le début de mon travail, je crois en avoir parlé dans les premiers jours, on s'est rencontrés, c'est le décès de ma maman, et là je suis dans le cosmos, dans la métaphysique, dans la géométrie. Tous ces travaux-là, je me suis fait connaître avec ça, si vous voulez. Hein. Donc ça a été très important, et j'ai démarré vraiment, le travail important commence en 75, en fin de compte. En 75, voilà, c'est des choses qui ont été d'ailleurs exposées dans certains endroits, mais très peu souvent. Et ce qui est très drôle, c'est quand il y a des gens qui viennent dans mon atelier et s'intéressent à ce travail-là, quoi. De géométrie. Ah oui. D'ailleurs, les années 80 qui me reviennent, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Parce que là, c'est très, très différent de ce que vous faites aujourd'hui. Ah ben complètement. Mais j'avais été très étonné. Ah mais il y a des gens qui peuvent penser que c'est plus contemporain ça que ce que je fais maintenant, hein, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il y a une connotation contemporaine. Enfin, c'est très, très moderne, quoi. Voilà, le Carmina, là, si vous voulez, c'est cette toile qui a été achetée par le Fonds régional d'art contemporain, et c'était le premier travail. Donc j'étais extrêmement honoré de ça. C'était important. Je pensais que peut-être il allait se passer quelque chose. C'est une époque où je commence à voir des galeries à Paris. Hein. Je vois des galeries, je rencontre des personnages, des galeries comme Denise René. C'est quand même pas mal, quoi. Et puis, moi, je suis un espèce d'andouille, on va dire, parce que j'ai eu un jour un rendez-vous important et je n'y ai pas été, quoi. Voilà, et puis le temps a passé, j'ai rencontré Véronique et ça a été essentiel dans ma vie, voilà. Complètement. Donc vous avez traité dans les années 77, 80, 85, presque 10 ans, de la géométrie, du cube, du volume. Beaucoup de volume, là. Une espèce de travail presque tridimensionnel. J'écoute des musiques comme Carmina Burana, par exemple, de Karloff. C'est pour ça que le thème s'appelle Carmina, mais beaucoup plus. Mais à ce moment-là, j'écoute beaucoup Jean-Sébastien Bach, qui n'a rien à voir, évidemment. J'écoute les Pink Floyd, des choses très intéressantes. Et aussi, je rencontre un ami très important, qui est Jacques Poisneau, d'ailleurs, qui vient de faire un truc incroyable. Il vient de faire un bouquin, je ne savais pas. Il a pris, en fin de compte, pratiquement toute ma vie, mais avec des noms différents, des lieux différents.
sur la carrière cassée de footballeur et le peintre que je suis devenu. Et le bouquin est sorti, quoi. C'est très étonnant. C'est pas mon nom. J'ai pas une tuberculose rénale, mais j'ai une blessure en Algérie, vous voyez. Et donc, je peux plus faire de football. C'est très, très drôle. Donc là, en fait, dans ce livre, on est passé au volume. Après, on passe au dessin en graphite. Après, on passe à les gueules. Ouais. Bon, il y a un thème que vous avez traité, que j'aime bien. C'est le thème du cirque. Elle existe toujours, cette toile. Elle est magnifique. Et c'est vrai que les toiles que vous avez faites, donc là, c'est années 90, début des années 90, avec une dominante de jaune. La lumière. Du soleil, de la lumière, le mouvement, le rythme. Le sportif, là, toujours, voilà, le sportif. Et le regard sur la nature. L'humain est très proche de la branche. L'humain est très proche de l'arbre. Oh, il y a un texte, un magnifique poème de Béalu, là, qui est extraordinaire, un poème amoureux où il y a deux arbres qui se rencontrent, ils ne font plus qu'un, le tronc est isolé, il y a des branches qui sortent. C'est magnifique. Et d'ailleurs, vos personnages sur ces peintures-là ressemblent un petit peu. C'est très stylisé, ça fait un peu comme des arbres en fait, des peupliers, parce que c'est pas du chêne, hein, ils sont très fins. Ah, ils sont très fins. Ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve. Mais moi j'étais un félin. J'étais un félin. Cette thématique de la nature, du mouvement, Complètement. Et ce thème du cirque. Je vois que vous avez bien lu. Mais il y a une métaphore dans le cirque chez moi. Le cirque, c'est le monde aussi. Hein. Nous sommes dans un grand cirque. Oui. C'est tout ça. Tout ça, c'est mêlé, quoi. Moi, j'étais un extraordinaire jongleur, feinteur sur les terrains de foot. C'est ça. Je pense que ma poésie, la poésie, j'appelle poésie ce que j'écris, bon, de temps en temps, peut-être, elle vient de là. C'est le mélange de l'art et du sport. Et le cirque, pour moi, c'est ça. C'est l'artiste, quoi. Pour moi, le cirque, c'est la poésie artistique, quoi. C'est une poésie qui fait partie et de sport et de l'art. C'est vrai que quand vous dites que le monde est un vaste cirque, entre faire du cirque et faire le cirque, il n'y a qu'un seul mot qui... Ça change complètement. Il n'y a qu'un seul mot qui change. Hein. Complètement, voilà. Mais ça, c'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé, quoi. Vous savez, quand je faisais l'andouille à 20 ans, ça m'arrivait beaucoup de faire l'andouille parce que j'avais une telle vie en moi. Je jonglais avec des tables sur le front, avec des chaises. Il fallait que je fasse l'andouille, quoi, tout le temps. Le cirque. Je fais le cirque, voilà. Le cirque. Et c'est vrai Picasso a peint aussi beaucoup le cirque. Oui, d'une autre manière, c'est une belle période, très belle. À une époque, il allait tous les soirs au cirque et il s'inspirait de tous les spectacles qu'il voyait pour nourrir ses peintures après. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, au début du XXe siècle, on appelait encore les arts du cirque. Les arts du cirque, bien sûr. Et tout au long du siècle, le cirque, on ne sait pas pourquoi, a perdu a perdu ce préfixe des arts. Il ne faut pas qu'ils perdent leur âme. Ça me fait penser au texte d'Apollinaire, où c'est les baladins qui serpentent les routes, viennent de loin. C'est extraordinaire, c'est complètement ça, les peintures de Picasso aussi, quoi. C'est Apollinaire, hein, ouais. Et lui aussi, il a fait des choses. Sa période, quand on voit les Demoiselles d'Avignon et quand on voit le cirque, c'est quand même des thèmes qui sont complètement. Mais puis ça n'a rien à voir, quoi. Mais oui, mais c'est un autre monde. Mais vous voyez, les gens. C'est ça qui est extraordinaire dans la tête de beaucoup de gens. Pas tout le monde, heureusement. Mais il faut avoir comme une espèce un savoir-faire écrit tout au long de votre vie. C'est tout ça qui est ridicule, quoi. C'est tout ça qui est ridicule. Vous vous rendez compte? Alors, vous me parliez de Soulages tout à l'heure. Moi, je veux bien un Soulages. Mais ça m'amuse un peu, quoi. Ça m'amuse un peu. Franchement, c'est un homme bien. Hein. Moi, je l'ai entendu parler. Il est très sympa. Il est adorable. Centenaire, d'ailleurs. Hein. Oui. Il est adorable. Mais écoutez, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Il y a beaucoup ce qu'on dit sur le noir qui est important, quand même. Ce que l'on voit... écoutez, vous allez fermer les volets là. Il y a un peu de lumière qui va rentrer là. C'est aussi intéressant, quoi.
Moi, c'était ce qu'il disait qui m'avait intéressé. Ah, mais bien sûr. Oh, mais je pense qu'il est peut-être sincère avec lui-même, mais en même temps, c'est pas parce qu'on est sincère avec soi-même qu'on est forcément bon, quoi. On se trompe peut-être. Non, mais je trouvais que cette manière de voir donne une légitimité à toute personne d'aimer ou pas une peinture. Ah, mais absolument. Quelle que soit sa formation, quoi. Ah, mais voilà, il n'y a pas d'explication à avoir sur la peinture de Soulages en plus, quoi, si vous voulez, quoi. À part la lumière qui vient dessus, qui change le noir. Bon, voilà. Hein. Mais évidemment, c'est normal, quoi. On a le droit, même si on est boucher, par exemple, Oui. de ne pas aimer la peinture d'un grand maître. On a une légitimité à ne pas l'aimer si ça ne nous parle pas, si c'est pas en résonance avec nous. Bien sûr. C'est pas parce que on est boucher ou mécanicien, enfin, qu'on n'a pas le droit de ne pas aimer une peinture. Ou d'aimer, sans avoir à expliquer forcément, quoi. Ah ben ça, c'est notre pleine liberté. Hein, et ça, je trouvais que c'était intéressant, ce discours. Parce que voilà, ça met à la portée de tout le monde. Et alors il y a quelque chose qui se passe en plus, c'est que très souvent, moi je vois des peintres, je rencontre dans les musées, tout ça, il y a des choses qui m'intéressent fortement, je trouve ça c'est vraiment très beau, c'est magnifique, mais c'est pas ma famille. Voilà, c'est pas ma famille. C'est extraordinaire, mais c'est pas ma famille. Je suis en admiration devant des choses comme Goya, comme Bacon, Soutine, c'est pas ma famille. C'est pas ma famille. Hein. Je suis beaucoup plus proche de, je dirais, de Picasso évidemment, mais de la sensibilité d'un Monet, voilà, vous voyez, beaucoup plus. Quand vous voyez Den et Gênes, c'est vrai que là, vous dire qu'il y a quelque chose qui vient du 19e, là, peut-être, quoi. Oui, c'est vrai que vous avez des séries comme ça, enfin, ou des périodes, parce que des fois, ça s'étale quand même sur plusieurs années, des périodes où on retrouve une même... alors peut-être que ça correspond à une période de votre vie, à un état d'esprit du moment. On retrouve un thème quand même qui revient. Alors que là, si on est effectivement des années 77 à 2007, c'est comme retracer 30 ans de peinture de Picasso, on aurait la même chose. Oui. Des choses qui sont complètement différentes. Complètement, oui. Et c'est peut-être aussi pour un artiste ce qui lui permet de sans cesse se renouveler, d'explorer de nouvelles choses en fonction de sa vie aussi. Mais bien sûr, c'est très personnel tout ça. Il y a ce désir d'avoir un espèce de renouvellement de la forme des sujets. Voilà, ça c'est extrêmement important. C'est en soi, ça. C'est-à-dire que je me vois pas refaire des choses que j'ai déjà faites, si vous voulez. Par contre, on est capable de revenir à des choses qu'on a peut-être fait il y a 30, 40, 50 ans, je dirais même, ou des sujets qu'on aurait aimé aborder, qu'on n'a pas abordé, et qu'on aborde maintenant. C'est ce que je n'ai pas fait que j'ai à faire. Donc c'est bien, c'est pas fini, quoi. Oh, mais j'espère, écoutez. Ah ouais, mais tant que je vais respirer, je peux pas m'en empêcher, moi. Je peux pas m'en empêcher, c'est pas possible. C'est de l'urgence, c'est comme m'empêcher de respirer si je dessine pas ou si vous dites que la peinture est un moyen d'existence, un moyen de vous tenir debout. Oui, et puis elle m'a fait, je vous le disais tout à l'heure, la peinture m'a fait autant que je l'ai fait, quoi. Ça c'est vrai. De mon âme mise à nu, je me suis habillé. Voilà, j'ai écrit ça il y a pas longtemps, je crois. Alors, ça sera la conclusion pour aujourd'hui, alors. Voilà. On se retrouve demain pour notre dernière journée. Déjà notre dernière journée de la semaine. Et donc, on va laisser place à quelques textes de vos amis poètes. Ah, très bien. Qui sont parfaitement en lien en illustration avec tout ce que vous pouvez nous dire pendant cet échange, quoi. Oui, tout à fait. Les émotions, les émotions sur ce qui se passe. Ouais. Donc je vous dis à demain. À demain. À demain. Alain Oregan, l'essentiel. L'on revient toujours, il me semble, à l'enfance, à nos premières perceptions sur le monde, à ce qui fait de nous ce que nous sommes. Rien ne me permettait de penser qu'un jour, l'exercice du métier de peintre deviendrait essentiel pour me permettre de tenir debout dans cette existence qui m'a paru tout de suite difficile et si peu faite pour moi.
Je vécus cette enfance dans un climat d'exception, fait d'amour et de liberté. Très tôt, je me sentis attirée par la couleur et le dessin, et sans aucune ambition, aucune anticipation sur un avenir de peintre, je me mis au travail. Les premières peintures furent exécutées sur les bords de la Rance, à Léon, petit village exceptionnel accolé à la ville de Dinan. J'avais à peine 13 ans que mon intérêt se portait déjà sur les merveilleux paysages de la contrée. Ces grands arbres élancés vers le ciel m'apparaissaient comme la métaphore d'un sentiment qui durera toute ma vie. Cette notion de transcendance de l'énergie et du divin. Contemplatif, je l'étais. En même temps, mes premières lectures sur l'art furent réductrices, mais combien intéressantes pour le gamin que j'étais. C'est à cette époque que mon intérêt sur l'histoire de l'art fut les grands impressionnistes, Pissarro, Sisley, mais également Cézanne. J'ai souvenir encore de cette petite reproduction que j'effectuais sur contreplaqué du célèbre Les joueurs de cartes. Plus tard, dans des cours particuliers, je copierai également Pissarro. En dépit d'un goût plus que modéré pour les études et le sentiment de traîner un profond ennui sur le banc du collège, un de mes professeurs sera à l'origine de ma vocation. Peindre, c'est donner des yeux à la mémoire du temps. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.